moi, ça a été compliqué pour moi. Tu vois, et bègue, gros, parlait pas un mot anglais, par là-bas, réussit pas à faire une vente, fait un peu d'argent, rentre en France, j'arrive sur mes grands sabots, ouais, je fais de l'argent et tout. J'ai pris des coups de massue dans tous les sens. Tout le monde veut être millionnaire dans sa vie, mais personne n'est prêt à faire des actions de millionnaire aujourd'hui. Fonce encore plus dans le mur, va te faire mal. Et quand tu vas t'exploser le crâne, que ça va pisser le sang de partout, tu commenceras à te poser les bonnes questions. Ouais. Moi, ce que j'explique, c'est que tu peux pas être un vendeur si tu sais pas comment tu vas te coucher le soir, tu sais pas comment tu te réveilles le matin. Merci pour votre attention. Deux de nos clients, Steve et Matt. Steve et Matt, ok. Vous avez du coup d'un côté, vous avez vu la figure de proue Steve, le gars qui communique pour qu'on achète des programmes, etc. Vous avez Gaston, le créateur marketing, et vous avez Alexis et sa boîte qui vient closer et vendre en fait les offres. Donc je me dis que c'est intéressant en termes d'inspiration déjà de se dire qu'on peut faire de l'argent sans être forcément visible et pour autant avoir un rôle plus qu'essentiel pour monétiser dans le cadre d'un écosystème. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un micro pour faire de l'argent, vous n'êtes pas obligé de faire du contenu pour faire de l'argent. Vous voyez, le contenu d'Alexis, jusqu'à très peu, il n'y avait pas de contenu globalement. Et en ce moment, il commence à faire un peu de contenu. L'autre point qui est important pour moi, c'est que Alexis, même si vous ne le savez peut-être pas, vous ne vous en rendez pas compte, il m'aide énormément sur Vision, sur plein d'aspects, pour trouver des partenaires, pour trouver des guests, pour avoir des idées, que ce soit sur le club, etc. Donc c'est vraiment une personne qui, certainement la deuxième personne qui connaît le mieux Vision, il sait tout ce qui se passe dans Vision. Donc pour moi c'est hyper important qu'il soit là, parce que je pense qu'en termes d'ADN, j'ai pas une autre personne ici, à part Marine peut-être, qui connaît bien Vision, à part qui connaissent aussi bien Vision. Et le dernier point, je l'avais déjà partagé à Marrakech, mais je le repartage ici parce que c'était important pour moi. Quand j'ai quitté la guerre en Ukraine, Alexis, je le connaissais pas vraiment, c'était une fois au téléphone. Et c'est le gars qui m'a accordé le plus de temps dans mon espèce de dépression en sortant de ma guerre en Ukraine. Et il m'a accordé énormément de temps. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me trouve en ce moment alors que je faisais rien, je monétisais pas. Je me disais, je peux pas être un client pour lui. Et juste, il était intéressé par ma vie, mon parcours, etc. Et ça m'avait énormément touché. Donc, merci d'être là. Merci frérot. Et let's do it, mec. Trop stylé. Merci à toi. Merci beaucoup. Ok tout le monde, le son c'est bon ou pas? Ouais. Allez, trop bien. Ok, ce que je vous propose, alors je sais que vous êtes français, pour beaucoup ici vous êtes français de base, donc l'interaction, discuter c'est pas facile. Ce que je vous propose néanmoins c'est qu'on essaie de faire un truc interactif. On est en petit comité réduit, en plus il y a des personnes ici qui font de l'oseille, d'autres qui sont broke as fuck. Donc il y a un différentiel tel que si je partage un truc qui est extrêmement large, chacun va prendre une petite pépite à gauche, à droite, mais moi je serais pas aligné ce soir en me couchant et en me disant j'ai donné un truc ultra large à tout le monde et j'ai pas réussi à donner un truc, une moelle intéressante, un truc vraiment précis que chacun va pouvoir appliquer, qui est aligné avec son business, ce qu'il veut faire et la lignée qu'il a envie de mettre. Donc ce que je vous propose c'est de me couper, lever la main, crier, mettre de l'énergie et débattre avec moi, by the way, parce que je suis toujours dans une dynamique où j'apprends tous les jours. En plus, dans le domaine commercial, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a jamais raison. On essaye de s'auto-convaincre qu'on a raison quand on parle à nos clients, c'est tout le sujet du storytelling, mais le fait est qu'on ne l'a jamais réellement raison, on s'approche un peu de la vérité tous les jours, sans jamais la coller. Donc discutons ensemble, venez on fait un débat, on discute de vos business, on regarde ce qui se passe, ce qui ne passe pas, on se pose, on fait des calculs, et au moins vous prenez de la valeur. Je me mets à votre place, vous avez payé, pour certains ça ne représente pas beaucoup, pour d'autres ça représente toute une vie et une très grosse partie de vos économies. Mettez de la valeur là-dessus. D'ailleurs ça m'a fait de la peine, je vous dis la vérité, quand hier on s'est posé ici, c'est hier qu'ils ont fait les interviews, où ils se sont présentés. Hier, j'étais juste ici, vous vous êtes présentés et j'ai trouvé ça tellement dommage que vous posiez pas d'intention réelle sur le truc important que vous voulez apprendre, comprendre, mettre en place, structurer. Et pour la faire très simple, je vais refaire un petit point rapide sur mon histoire parce que c'est important. Hier, j'ai expliqué que mon truc important, c'était de créer un monde dans lequel les gens qui sont comme moi,
arriver à se sentir bien. En fait, je vais vous expliquer ce que c'est un mec comme moi. Un mec comme moi, c'est un gars, je viens d'une famille lambda, pas très riche, normal, mais une famille qui a jamais eu d'oseille, qui a eu assez d'argent pour vivre, manger. J'ai jamais manqué de rien, mes parents ont toujours travaillé pour qu'on puisse être bien, mon frère et moi, mais jamais plus que ça. T'es ouvrier, t'auras ton salaire, t'achèteras ta maison ou pas, tu seras peut-être locataire toute ta life. Mais en tout cas, tu fais pas d'oseille. Donc moi, personnellement, quand j'ai commencé le business, je me suis dit, je veux faire de l'argent. Je me suis posé sur une table, je me suis dit, ok, tu veux faire de l'argent, c'est quoi le moyen le plus simple et le plus rapide pour y aller? J'ai regardé, trading, il y a des maths, c'est relou, il y a des probas, c'est pas pour moi, c'est compliqué. Les finances, j'étais trop loin de ce monde. Et je me suis dit, comment est-ce que je fais pour trouver à la fois un deal qui me permet d'aimer et d'apprécier ce que je fais. J'ai toujours été un mec avec une grande gueule, qui va voir des meufs, qui discute avec des gars, qui embrouille tout le monde, et à la fois gagner de l'argent. Et je me suis dit, bon, moi, il faut vendre. Et c'est pour ça que je suis parti aux États-Unis, que j'ai appris la vente, que je suis rentré en France. Et tout ça pour vous dire que hier, un truc qui m'a touché, j'en ai parlé avec Kevin et je vous l'ai dit juste après, c'est que j'ai l'impression qu'ici, pour beaucoup, vous ne faites pas d'argent. Petit silence, on va en discuter après. Et que vous êtes 100% OK avec ça. Ou en tout cas, la sensation que moi j'ai eue hier quand on en a parlé, c'est que vous êtes ici pour, je sais pas, pour apprendre à vous sentir mieux, ou prendre, ça c'est ouf. Moi j'ai fait 2 EPW dans ma life, vous voyez ce que c'est EPW ou pas? Tony Robbins. Ouais, Unleash the Power Within. C'est le gros séminaire de Tony Robbins. Et en fait c'est dingue parce que j'en ai fait 2, et j'ai vu le même gars 2 fois, je l'ai croisé 2 fois, et je lui ai parlé, je lui ai dit, mec, comment ça se fait que je t'ai vu 2 fois? Moi, je suis ici pour des raisons, parce qu'on était les affiliés Tony Robbins en France, donc on vendait des places, on était invités et tout. Mais comment ça se fait que toi, tu sois là? Et le mec, il m'a dit, en fait, j'ai fait tous les EPW. Et je lui ai dit, mec, tu fais quoi? Et en fait, le gars, il avait une place moyenne, dans une boîte moyenne, il économisait, il partait à EPW. Et ce que j'ai compris, c'est que ce genre d'endroit, de moment, ça te met un shoot de dopamine fou. Les mecs sont comme des oufs quand ils sortent ces événements. Ils ont de l'énergie, ils veulent tout casser. Et une semaine plus tard, il n'y a rien qui se passe. Et Marine, on a discuté sur le bateau. Marine, elle a une idée de fou. Et ce qui est dingue, c'est qu'en plus, il y a des gens autour d'elle qui lui demandent comment est-ce qu'on fait pour te donner de l'argent tout de suite, maintenant. C'est mes amis, les mecs, je sais, on en parle tous les jours de son truc. Et tous les jours, on est autour d'elle, on lui dit, vas-y, mais donne un lien Stripe, on l'a tout de suite, on paye direct. Sans contact, ce que tu veux, Apple Pay. Ouais, attends, mais je dois trouver un château. C'est sa réponse. Et moi, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, mon idée, c'est de vous partager quelques clés en une demi-heure, et après que vous posiez beaucoup de questions, parce que je pense que c'est là où je peux apporter de la valeur. De toute façon, des confs comme ça, j'en ai fait 50, elles sont toutes sur YouTube. Donc si vous voulez voir, vous tapez Alexis Mouli et vous aurez les tips. Tu vois. Donc l'idée, c'est que je réponde à vos questions. Il y a quelques trucs que j'ai envie de vous partager. J'ai jamais de diapo, donc c'est de l'impro. Mais je pense que je vais réussir à vous donner 2-3 clés qui vont être intéressantes pour vous. Qui ici fait plus de 10 000 € par mois? En chiffre ou en bénéfice? En bénéf. Oh, déjà ça a drop down. Quand on a passé de CA à bénéf, c'est tombé. Ok. Et trop bien, trop stylé. Attention, ça ne veut pas dire que je dénigre ceux qui font moins. Ça veut juste dire qu'il faut être cohérent. Puis en plus, moi je ne peux pas me mentir à moi-même. Je sais parce que les pages de vente, on les a écrites avec Kev, on a eu les copywriters ensemble, donc nous on sait pourquoi est-ce qu'on crée Vision et on sait pourquoi est-ce que vous êtes là. Si vous êtes là, c'est parce que pour beaucoup, vous voulez faire plus d'oseille, mais vous n'osez pas vous le dire. Qui se reconnaît là-dedans? Qui se reconnaît dans le truc que ouais, c'est vrai, je veux faire plus d'argent, mais des fois, le tabou, je suis français, l'évolution, l'éducation, j'arrive pas à dire que je veux faire de l'argent. J'arrive pas à faire ce truc-là. La table au milieu. Ouais, La table au milieu. lever les pattes, il faut être OK. Moi, ça a été compliqué pour moi. Tu vois, et bègue, gros, parlais pas un mot anglais, par là-bas, réussis pas à faire une vente, fais un peu d'argent, rentre en France, j'arrive sur mes grands sabots, ouais, je fais de l'argent et tout. J'ai pris des coups de massue dans tous les sens. Comment ça, tu fais de l'argent? Mec, t'es en France ici, on fait pas d'argent en France, mec. En France, c'est les voleurs qui gagnent de l'argent. Alors en plus, si t'es vendeur, mec, t'es affilié au mec en call center qui t'appelle le dimanche à midi, ou la daronne a des incendies le dimanche à midi. Tu redis ça demain? Mec, t'as pas idée. T'as pas idée. Et en fait, je crois que le premier sujet, ce que je voulais parler, c'est en termes d'objectifs. Et j'aimerais bien qu'on fasse... Vous avez tous un petit bout de papier, un petit truc?
Écoutez, je vais vous donner un truc qui pour moi a vraiment fonctionné et que j'ai toujours suivi. Je dis pas que je suis le mec ultra smart, qui a des tips de productivité insane. Je dis juste que ce truc-là, c'est un truc qui a permis à un mec de 20 piges de faire quelques dizaines de millions dans sa vie et de vivre la vie qu'il désire, tu vois. Donc si vous voulez prendre, vous le prenez. Si vous voulez pas prendre, c'est vous qui voyez. Mais en gros, moi, mon idée, je suis parti... j'ai beaucoup étudié le truc des bouquins et tout. Et en fait, j'avais vu une étude sur Google Scholar qui expliquait que chaque fois que tu tournes une page dans un livre, ça sécrète de la dopamine. Et il y avait une étude avec une méta-analyse qui concentrait plusieurs études et qui t'expliquait qu'en gros, l'histoire, c'est que c'était des micro-victoires, des micro-réussites. Et toute l'idée du sujet, c'est que les gens intelligents, donc les mecs qui sont tous les jours dans la vallée à Cupertino et qui se prennent la tête à développer des nouvelles versions d'Instagram, c'est des mecs qui se demandent comment est-ce qu'on injecte plus de dopamine dans tous vos petits cerveaux de pantin de bois ici. Donc c'est leur taf à ces gars-là. Et ils mettent des micro-victoires. Moi, ma question, c'était de me dire comment est-ce que je crée un vrai système de fixation d'objectifs qui me permet d'avoir mes objectifs d'un côté et ce que je gagne de l'autre. Parce que si tu te fixes des objectifs sans que tu aies quelque chose à gagner, il ne se passe jamais rien. Et ça, c'est la structure que j'ai trouvée. Donc moi, ce que je vous invite, c'est d'écrire des trucs sur votre bout de papier. Et il y a de grandes chances que ça change votre vie, si vous l'appliquez, encore une fois. Vous avez recopié. Donc, moi, l'idée, je marchais avec ces 4 termes. Micro, macro, méga et giga. Et en gros, tout le sujet, c'est que pour ces 4 catégories, vous allez devoir me trouver objectif. Et donc objectif, c'est les trucs smart, donc pour que ça soit chiffré, concret, réel. Et récompense. Récompense. Et donc, le truc, c'est quoi? C'est que, par exemple, quand quelqu'un dit, et moi je vous prends l'exemple de la vente, moi j'ai des vendeurs tous les jours. Je les ai au téléphone, ils me disent, je veux faire plus d'argent. Ok, mais ça veut dire quoi faire plus d'argent? Par exemple, moi, quand je suis rentré en France, le truc c'était le million d'euros. Moi je me disais, faire 1 million, c'est pas possible parce que 1 million, c'est 1 et 7, enfin c'est 7 chiffres, c'est très compliqué à comprendre et à estimer pour le cerveau humain. Et j'ai rencontré un mec qui m'a dit, ouais, mais 1 million, c'est 1000 fois 1000, mec. J'ai dit, ouais, c'est ouf. Parce que prendre 1000 mecs au téléphone et les convaincre de me donner 1000 euros, je sais faire. Mais prendre un mec qui me donne 1 million, je ne savais pas encore faire. Et découper, ça m'a donné tellement, ça m'a calmé, ça m'a détendu. Je me suis dit, ok, je suis en capacité de faire 1 million juste par un système de multiplicatif. Donc là, ce que je vous demande, c'est de découper votre vie en différentes sphères. Qu'est-ce que vous voulez faire? Faire plus d'argent, monter un projet, ouvrir une maison close, peu importe. Prenez votre projet. Moi, je vais prendre un exemple avec l'argent parce que ça va être le plus broad. Je pense que ce sera l'objectif qui va parler le plus au plus nombreux d'entre vous. Et on va faire l'exercice ensemble. Admettons qu'on ait une vision où on se dit, mon objectif, là, j'ai demandé 10 000 de bénéfices, il y a très peu qui a levé la main. Donc, on va prendre 10 000. Si votre objectif, c'est de faire 10 000 euros par mois, on va constituer tout le tableau d'objectifs en fonction du cash que vous voulez faire. Pour les personnes ici qui font déjà de l'oseille, si jamais ça vous prend la tête, vous me le dites et j'accélère un petit peu. Mais j'essaye de donner un truc qui va servir à tout le monde. C'est important. Moi, il y a un truc que je crois, enfin moi en tout cas, dans ma vie, j'ai jamais fixé un objectif à plus d'1 trimestre. Je trouve que c'est de la branlette. Il y en a qui me suivent, il y en a qui ne me suivent pas. Moi, dans ma vie, ce que j'estime, c'est qu'au-delà d'1 trimestre, je suis en incapacité de prévoir quoi que ce soit. Parce que j'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé de prévoir des trucs à 6 mois, 1 an, et dans 100% des cas, j'ai eu tort. Donc à partir d'aujourd'hui, sur mes objectifs perso, en tout cas, c'est dépendant de nos objectifs de boîte. Je vois JP qui commence à grimacer au fond, je sais. Pour les objectifs perso, en tout cas, j'estime qu'au-delà d'1 trimestre, ça n'a aucune valeur de commencer à stacker des trucs. Donc l'idée, c'est que si tu veux faire 10 000 par mois, il faut faire 30 000 en 1 trimestre. On est OK là-dessus? Donc l'objectif, c'est 30 000. On va découper. Méga, c'est le mensuel, donc 10 cas par mois. 10 cas par mois. Macro, c'est hebdomadaire, 2005.
2,5K. Et micro, ça dépend du nombre de jours que vous travaillez dans la semaine. Si vous travaillez 5, vous coupez 2,5 par 5, etc., etc. Et personnellement, ouais, je sais, mais je ne vais pas l'écrire. Comme ça, au moins, tu vois, tout le monde peut mettre ce qu'il veut ici. Et en fait, l'idée, c'est que moi, perso, quand j'ai fait ça, vous voyez si ça vous sert ou pas, mais moi, quand j'ai fait ça, ça a changé ma life. Juste cette ligne-là. J'ai même pas encore foutu les récompenses, j'étais comme un dingue. Parce que je me suis dit, en fait, faire 10K par mois, c'est pas faire 10K par mois. C'est faire 300 € par jour. En gros, 330 € par jour. Et là, c'était vraiment game changer. J'étais bien parce que je me disais, aujourd'hui, je sais prendre des appels, prendre 10% de com, faire 3 closings à 1000, prendre 300 balles dans ma poche, c'est un truc que je suis en capacité de faire. Et moi, ce qui m'a beaucoup angoissé hier quand vous avez parlé, c'est que j'avais l'impression que vous avez des objectifs de dingue, vous voulez changer le monde. Et alors ça, c'est ouf. Et j'en ai discuté avec Oussama, et il y a une phrase qu'il a dit et que tout le monde a repris. Tout le monde veut être millionnaire dans sa vie, mais personne n'est prêt à faire des actions de millionnaire aujourd'hui. Et comprenez que si vous voulez faire 1 million d'ici 10-15 ans, ça commence par savoir encaisser 300, 400, 500 balles tout de suite, maintenant, aujourd'hui. Et moi, ce que j'ai juste envie de faire, c'est de mettre un peu d'immédiateté dans votre business. Parce que ici, j'en vois qui ont des projets, qui cherchent des châteaux, qui font des trucs de ouf, sur le très long terme, mais qui n'ont pas réussi à encaisser d'oseille encore tout de suite maintenant. Et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, donner un petit peu de vélocité. Et ensuite, l'idée, une fois que vous avez vos objectifs, c'est les récompenses. Moi, ce que je conseille, c'est ici de se mettre un truc qui fait très mal. Je vous donne un exemple. J'ai coaché un mec qui gérait une PME en France, et c'était une galère, il n'arrivait pas à gérer lui-même et tout. Et je l'ai coaché un peu en productivité. Parce qu'en fait, qui je suis moi pour coacher un mec en productivité? En gros, j'ai créé, donc vous connaissez, qui connaît ici la stratégie Deep Work? Le Deep Work, il y a un livre qui t'explique comment mettre en place une stratégie qui te permet d'être ultra efficient en l'espace de 45 minutes et d'exécuter le job qu'un mec normal peut faire en l'espace de 4 ou 5 heures. C'est très smart comme méthode. Et moi, je me suis dit, ça c'est pour les tâches créatives, le Deep Work, qui demande beaucoup de focus. Ma question, c'était de me dire, moi je forme et je coach des mecs qui font de la prospection, qui font du travail commercial. Comment est-ce que je peux créer le Deep Work du commercial? Et j'ai créé le Superficial Work, qui est l'inverse même. C'est-à-dire le travail superficiel. Et j'ai créé une méthode qui permettait en l'espace de 30 minutes de reach out 100 personnes. C'était à l'époque, entre guillemets, parce que, encore une fois, c'est une galère quand moi je dis ça, tu vois, les gens ne me croient pas. Où, du coup, je contactais des boîtes et je leur disais, les gars, vous avez des systèmes qui ne fonctionnent pas, je vais vous mettre 5 prospecteurs en place, ils font 100 reach out à la demi-heure. Donc 500 personnes par demi-heure prospectées. Tu les fais travailler sur 6 heures, c'est une arme nucléaire, la boîte. Et ça a bien marché. Donc j'arrivais à choper des coachings en productivité. Et en gros, lui, c'était un papa poule. Mec qui adore ses gosses, etc. Et je lui dis, c'est très simple. Tu as ton objectif ici qui a un point d'interrogation. Dans la mesure où tu n'arrives pas à l'atteindre, tu ne vois pas tes gosses le soir. Du coup, c'est plutôt une punition qu'une récompense. Exactement. C'est pour ça, tout à fait. Dans la mesure où tu n'arrives pas à l'atteindre, tu n'as pas ça. Tu te supprimes quelque chose. Tu les vois si tu réussis. C'est pas vraiment une récompense pour moi. Ah bah pourquoi? Voir ses enfants, c'est pas une récompense pour toi? Bah en fait, je considère que la récompense, ça doit être un ajout positif et pas un truc que j'enlève que j'avais déjà. Je le vois. Je comprends. Parce que toi, ton cerveau, il est attiré par. Ouais. Et en gros, tu dois comprendre que le cerveau humain, il est bien plus sensible à l'aversion, à la perte que par l'attirance du gain. Il y a une étude très simple qui a été faite par le MIT. Tu donnes 1 000 $ à un mec et sa sécrétion de dopamine, elle est bien inférieure que la sécrétion de cortisol qu'un cerveau humain sécrète quand il perd 1 000 $. Donc ça explique qu'en gros, toi, tu es peut-être un cas à part, tu vois, sans doute. Mais je veux dire, la grosse partie, c'est le fonctionnement. Donc moi, ce que je propose, c'est que cette récompense ou des récompenses-là soit très compliquée, où vous pouvez tout faire. Privation de sommeil, pas voir les enfants, des trucs qui sont vraiment durs. Parce que là, mec, il n'y a plus rien à faire. Quand tu dis, écoute, ouais, vas-y, je vais pas manger de glace, c'est mon truc, je m'empêche d'aller manger une glace. Tout le monde s'en tape d'aller manger une glace. Par contre, si tu as le cran de te dire, dans la mesure où j'atteins pas mon objectif, je vois pas mes gosses ce soir, mec, tu vas tout faire pour atteindre. Tu vas tout faire pour aller choper l'objectif. Tu vas déplacer des montagnes. Et cette hargne-là, cette rage, je vous jure que ça fonctionne. Parce que je l'ai fait fonctionner sur des dizaines de personnes. Et ensuite, là, mettez-vous des objectifs sympas, tu vois. Partez en week-end ou regardez un film sympa, allez faire un saut en parachute ou prenez-vous 2-3 jours de vacances au bord d'un lac. Et là, vous faites ce que vous voulez. Et en gros, moi, juste, je vous partage ce tableau.
je souhaite que ça vous partage et que vous ressentez ça comme de la valeur, parce que moi, quand je faisais pas d'oseille, c'est ce truc-là qui m'a permis d'en faire. En me disant, j'arrive pas, c'est compliqué pour moi. Je me mets un truc que j'ai envie de choper chaque trimestre et je le découpe pour savoir ce que j'ai à faire tout de suite maintenant. Des actions quotidiennes à mettre en place. Et moi, je faisais de l'appel, donc c'était simple. Je savais combien d'appels je devais prendre avec tel taux de conversion pour faire tant d'argent. J'avais juste à faire des multiplicatifs et à la fin du trimestre, j'avais fait mon cash. Ok? Si vous voulez utiliser, vous utilisez. Sinon, vous ne faites pas. Alors, truc numéro 2 que j'ai envie de vous partager. Ouais, je vais le faire à la voix, simplement. Parler un peu de... Ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Du coup, quand tu étais à ce moment-là, Ouais, que tu savais que tu devais te focaliser sur tes appels, ouais. tu vendais quoi? Et la livraison, c'était toi qui la faisais aussi? Non. Ok. Là, j'étais uniquement sales. Ok. C'était vraiment mon premier argent, tu vois. Et parce qu'en fait, tu sais, c'était compliqué d'avoir de la vision. Je me levais tous les jours, je faisais des appels, je voulais encaisser un max. Et en plus, quand tu es indépendant, tu as toujours, enfin même quand tu es salarié, tu as un décalage entre le moment où toi t'encaisses pour la boîte et le moment où toi tu reçois tes commissions. Tu as un mois de décalage. Et du coup, j'avais du mal à avoir de la vision. Je me suis dit, je me dresse un tableau et au moins je sais combien est-ce que je gagne, ce que je fais rentrer et les récompenses que je m'autorise. Et l'image que je vais me donner, pour la faire simple, avec une application comme celle-ci, c'est, imagine tu conduis un bateau dans le brouillard en Normandie. Vous voyez ce truc-là? Tu es là, tu vois rien, c'est une galère, il y a un brouillard, il fait nuit, tu n'arrives pas à avancer. Imagine maintenant si tu mets juste un grand phare, un immense phare, à 20 000 ou 30 000 marins. Tu ne le verras pas le phare. Tu ne le verras pas avant d'arriver à 5 000 ou 2 000 marins. Par contre, imagine si tu as ton phare qui est à je ne sais pas combien de bornes, mais qu'entre ton phare et toi, tu fous une bougie tous les 2 mètres. Tu dessines le chemin. Et ce tableau, c'est des putains de bougies. Et je crois que vous tous ici, vous devez avoir des putains de bougies. Parce que vous êtes perdus. Vous vous levez tous les matins, vous rêvez de faire de l'argent, mais vous ne savez pas ce que vous devez faire tout de suite, maintenant, pour en faire. Et toutes les personnes qui se reconnaissent dans la phrase que je viens de dire, il faut prendre ce tableau et le mettre en place. Oui. Alors justement, tu peux revenir sur la partie micro-récompense. Ouais. C'était la plus importante. Alors, ouais. En fait, personnellement, j'arrivais pas à trouver... Parce que le truc, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que la récompense, elle te fasse te mettre en action, qu'elle te bouge, qu'elle te touche réellement. Et comme je disais, un truc positif qui te fait bouger quotidiennement, ça ne fonctionne pas. Parce que ça va être quoi? Ça va être t'offrir une glace. Si tu ne gagnes pas la glace, c'est pas si grave que ça. Par contre, si tu te prives de 5 heures de sommeil, que tu t'obliges à aller faire un truc qui est douloureux, pas agréable, que tu te prives de nourriture le soir ou que t'empêches d'aller voir tes enfants ou que sais-je, c'est un truc qui est tellement douloureux que ça va créer une telle aversion à la perte que là, tu vas te bouger et tu vas faire des vrais efforts. Donc juste moi, ce que je dis, c'est que c'est beaucoup plus simple de se bouger en ayant un truc qui fait mal là. En tout cas, c'est ma vision. Oui. Et du coup, tu fais la même chose pour chaque case aussi? Exactement, sauf que moi la différence c'est que ici, je mets des trucs qui sont positifs en général. Parce que j'arrive à me donner des choses sur une semaine qui vont me faire plaisir. Quand j'ai bien travaillé sur, moi je travaille 7 jours sur 7, mais quand j'ai bien travaillé sur, admettons, 5 jours, je peux me faire une récompense. Par exemple, quand je suis à Dubaï, moi le dimanche, maintenant, le dimanche matin, je pars sur Kite Beach. C'est, on dirait un peu Santa Monica, c'est une balade. Je me fous torse nu, je marche, je vais manger chez Odéon, je remarche, je bouffe un donut chez Krispy Kreme et je rentre chez moi. C'est mon kiff. Mais je le fais uniquement si j'ai atteint mes objectifs de la semaine. Et vous vous rendez pas compte à quel point ça fonctionne ce truc. Parce que moi je me dis, mais encore une fois, il faut que ça vous plaise vraiment. Il faut que ce truc-là il te fasse kiffer. Si c'est juste un truc vite fait, tu n'auras pas la hargne et la rage pour y arriver. La rage, c'est un fuel qui est absolument compétitif. La haine, par contre, consume les cœurs. Il faut faire attention entre les deux. Mais la rage, ça fonctionne. Et se donner la rage avec des objectifs qui vous font vraiment vous bouger, c'est un truc de ouf. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que tu as pu dire. C'est vrai que quand je repense au pitch, on avait beaucoup de personnes qui étaient très passées, très futures et personne dans le présent. Donc vous aviez dit explicitement, soyez dans le présent. Et vraiment, le macro, méga, giga, c'est ultra important, mais franchement, le micro, ce qui compte dans votre vie, c'est qu'est-ce que vous faites maintenant. Et je redis une phrase que je sors tout le temps, que j'avais vue dans la Torah, c'est le bonheur, c'est être dans l'instant présent à 100%. En fait, être en vie, faire quelque chose, c'est être là à 100% maintenant, c'est pas demain, après-demain ou quoi. Et pour le business, c'est pareil.
tous vos résultats, ils dépendent que de ce que vous faites maintenant. Et du coup, vous devez avoir des objectifs qui sont pour maintenant, pas pour dans 2 mois, pas pour dans 6 mois, pas pour dans 10 ans. C'est la seule chose que je voulais dire. Et ça change vraiment des vies. Ça change vraiment des vies. Et d'ailleurs, moi, vous savez, les mecs à Marrakech, je me disent « Attends, t'as une énergie de ouf, t'as 20 balais et tout. » Ouais, parce que je me pose pas la question de ce qui se passe demain, ce qui s'est passé hier. Je suis là, tous les jours je me lève, j'ai des emmerdes à gérer comme tout le monde. Pas la peine de me dire que vous n'avez pas d'emmerdes, que votre vie, vous êtes les meilleurs, que vous êtes tous milliardaires, je ne vous croirais pas. Même les milliardaires ont des emmerdes beaucoup plus compliquées que les miennes à gérer. D'ailleurs, il y a beaucoup de milliardaires contre qui je n'échangerai pas la fortune plus leurs problèmes. C'est pour vous donner l'idée de l'immensité des galères qu'ils ont à gérer tous les jours. On est tous dans le même bateau. Le seul sujet, c'est qu'il y en a qui travaillent tous les jours. Moi, je fais le choix de me lever le matin, d'avoir une liste de tâches et je fracasse ma to-do. Et je fais rentrer de l'oseille. Ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est tu te mets en place un système de punition à très court terme. Et je comprends tout à fait. Quelle est la partie de toi qui te motive à le faire? Qu'est-ce qui fait que ça tient? Est-ce que c'est ta conscience supérieure? Qu'est-ce que c'est ton ego? Qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce qui fait que ça tienne dans la durée? Avec les années, à t'auto-conditionner comme si c'était ton daron, mais toi-même finalement, qui te dit aujourd'hui c'est ça, sinon t'as pas ça. Et parce que je pense que la clé elle est là finalement, sinon ça tient pas, parce que se dire je vais faire ça, sinon forcément je pourrais pas m'acheter tel loisir, ce sont des conséquences directes de j'ai pas fait le taf, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, ça arrive. Mais s'auto-conditionner pour faire ce que tu fais, je pense que c'est la clé. Et du coup, quel est ton souci? Moi, mon raisonnement, en fait, il a été très simple. Tu sais, je suis un mec cartésien, relou. Alors, j'ai un côté poétique, créatif, mais je suis vraiment un mec cartésien à la base. Et ça se voit, vous avez vu ma gueule. Je suis un mec rationnel, cartésien, je suis relou, j'ai besoin d'avoir des trucs très techniques et de voir les choses. Du coup, je me suis dit, je dois comprendre comment ça fonctionne. Et je suis allé sur Google Scholar, j'ai tapé toutes les études, neurosciences, recherche, comme tout le monde. Ok. Et moi, la conclusion que j'en ai tirée, qui peut être vraie ou fausse, mais qui est la mienne, c'est qu'en gros, l'humain, c'est un pantin de bois qui réagit à des sécrétions. Ni plus ni moins. C'est la conclusion franche que j'en tire. Et je décide, même si c'est évidemment une vulgarisation affreuse et qu'il y a beaucoup de zones d'ombre et beaucoup de mensonges, enfin, des parts de mensonges là-dedans, c'est une fausse vérité, j'estime être plus heureux en vivant et en prenant cette fausse vérité comme vérité absolue, parce qu'elle me rapporte beaucoup d'argent, que de me dire je vais essayer de nuancer plus mon propos et du coup avoir une vision qui est moins claire. Ça a été ma vision. Je me suis posé, j'ai étudié quelles sont les sécrétions, comment ça fonctionne. À court terme, l'aversion à la perte est plus efficace que le bénéfice au gain. Ok, ben je mets un tableau en place qui est aligné avec les sécrétions que mon cerveau reçoit, ni plus ni moins. Et l'autre sujet qui est intéressant, on me demande souvent quelle est pour moi la compétence qui est la plus bankable. Moi je crois que c'est autodiscipline. C'est ma vision du monde. Vous avez le droit de la respecter ou non, mais je crois que c'est ça. J'ai changé quelques centaines de vies à mon échelle, des personnes qui sont parties de broc jusqu'à faire quelques dizaines, voire centaines sur quelques mois de milliers d'euros en étant sales. Donc, tu vois, je ne te parle pas de mecs qui ont monté un business. Je te parle d'un mec qui a juste de l'énergie, qui ne sait pas quoi en faire, à qui je donne qui a son téléphone souvent, à qui je donne des leads. J'apprends une compétence, je lui donne beaucoup d'amour. Je suis entier avec lui. Je lui fais mal parce que ça fait mal. Nous, demandez à Kevin, il récupère en larmes les mecs première semaine. Va vendre un caillou, truc de ouf, tu vois. Mec, ils savent pas ce que c'est la vente. Va demander à un mec qui sait pas ce que c'est la vente d'aller dehors et de vendre un caillou. Mec, il est comme ça, il veut pas y aller. Vas-y, force-toi, va vendre un putain de caillou. Il peut pas y vendre un caillou, tu vois. Mec, ça devient des gamins, tu sais, ils font un caprice. Ouais. L'autodiscipline, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a en soi et qu'on peut travailler. Il y a des gens qui n'arrivent vraiment pas à passer ce cap-là. Moi, je le vois à travers mes collaborateurs, il y en a qui arrivent, il y en a qui parviennent vraiment pas. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui ne sait pas, qui a du mal à s'autodiscipliner, quel conseil tu donnes pour accéder au micro? Et si t'en as pas, je te dirai ce qu'on a fait nous. Enfin, si t'en as pas, je suis sûr que t'en as, mais ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est pas le mec qui s'autodiscipline un peu, de passer à s'autodiscipliner beaucoup, parce qu'en fait, si tu veux, le déclic, il est fait et il y arrive. Le problème, selon moi, c'est de passer de 0 à 1. Okay. Passer de le mec qui s'autodiscipline pas, comment il fait pour s'obliger à passer au micro, parce qu'en vrai, après, tout déroule. C'est clair. En vrai, le plus dur, c'est celle-ci, on est bien d'accord. Et donc, est-ce que tu as un type? Ouais. Mais lui, il dit qu'en fait, lui, il est rationnel, donc il a lu les bouquins. En fait, il a dit c'est ma seule solution pour pouvoir, c'est
c'est ouais. les sécrétions, etc. Mais C'est qu'en fait, moi aussi, et puis même, mon problème, c'est que je le veuille ou non, j'ai 20 piges. Et apprendre à skier quand t'as 3 ans versus apprendre à skier quand on a 40, c'est pas le même sujet. Donc moi, je vis dans un monde où j'ai jamais été salarié de ma vie. Jamais de ma vie. Jamais. Je sais pas ce que c'est avoir un contrat de travail, tu vois. Donc moi, je suis dans un monde où toute ma vie, je me suis démerdé tout seul. Donc toute ma vie, depuis tout petit, j'ai dû apprendre à aller faire du sport parce que j'étais obèse, j'ai dû apprendre à parler anglais parce que j'étais aux États-Unis, j'ai dû apprendre à vendre parce que j'étais un bègue et que je bégayais ma race. Et tout ça, je l'ai fait par autodiscipline parce que j'étais obligé, tu vois, ou que moi, je me contraignais à le faire. Par contre, je peux donner des feedbacks par rapport à mes sales, parce que mes sales, c'est des gens qui sont en général plus lambda. On a des mecs de 40 piges qui ont été salariés, etc. Moi, la réponse que je donne, c'est que souvent, ça se fait dans la douleur. En gros, c'est des gars qui ont un objectif, ils veulent faire leurs 10 K par mois, puis ils ne travaillent pas un jour, puis un deuxième jour, ils travaillent vite fait. On les rattrape au bout d'une semaine, ils sont en pleurs, ouais, j'y arriverai pas, c'est une galère et tout. Vas-y, continue, fonce encore plus dans le mur, va te faire mal. Et quand tu vas t'exploser le crâne, que ça va pisser le sang de partout, tu commenceras à te poser les bonnes questions. Ouais, mais toi, tu es leur patron. Moi, je te parle des solopreneurs. C'est-à-dire que, en fait, après, je sais pas si ça concerne des gens, mais le truc, c'est que... Ouais, c'est trop intéressant. Ouais. Bah ouais, le matin, Quand t'es tout seul. le mec, t'as pas de patron. Et donc, en vérité, il va se dire, ah putain, j'ai pas réussi mon chiffre quotidien, j'aurai pas ma glace. Évidemment, je rigole comme ça. Et en fait, ça va passer. Et là, j'ai l'impression que ton discours, et il est... D'abord, je vais te le piquer pour mes commerciaux, il est extraordinaire, mais le mec qui n'arrive pas à s'autodiscipliner de base, personnellement, il ne va pas passer au micro. Là, ça sert pour le mec qui est arrivé au micro, il va prendre ton truc et il va dérouler. Mais celui qui n'arrive pas, il faut passer de 0 à 1. Moi, je suis d'accord. Et toi, tu prends l'exemple de tes collabs. Mais frère, t'es charismatique et t'es sur leur dos. Là, on a des solopreneurs. On est là tous les jours, ouais, bien sûr. Ah. Moi j'ai une question par rapport aux punitions. Alors attends, je vais juste répondre et puis après je te répondrai avec plaisir. Moi, en fait, pour dire la vérité, c'est qu'avant même de me mettre des objectifs, et d'ailleurs Kevin pourra en témoigner, nous dans l'université, la première semaine, les mecs ils apprennent pas la vente. D'ailleurs, il se fait insulter Kevin. Parce que le premier week-end, les mecs disent attends, je comprends pas, on a acheté une personne dans la vente, on n'apprend pas la vente. J'arrive pas à comprendre. Parce que ouais, moi ce que j'explique, c'est que tu peux pas être un vendeur si tu sais pas comment tu vas te coucher le soir, si tu sais pas comment tu te réveilles le matin. Et moi, il y a une semaine entière de coaching sur juste comment tu vis, mec. Parce que avoir de l'énergie, c'est bien dormir, faire du sport, se discipliner, comprendre les choses, atteindre ses objectifs, avoir de la dopamine et juste avoir du jus, tu vois. Et moi, mon vrai truc que j'ai fait, c'est que avant même de commencer à travailler, de vouloir faire de l'argent, je me suis structuré une discipline quotidienne. Je me suis dit, en fait, c'est simple, mon truc, je me suis dit, c'est quoi les trucs les plus importants pour moi? Faire de l'argent, objectif numéro 1. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire de l'argent? Faut que quand tu travailles, tu sois ultra productif, ultra bon, et que tu travailles du coup en volume beaucoup plus que les autres. Surtout que moi, la sensation, c'est mec, t'es jeune, t'as moins de compétences, moins d'expérience, donc il faut que les heures que tu investisses, elles compensent plus que les autres mecs. C'était ma vision, tu vois. Je me suis dit, ok, tu mets tout en place autour de ça, pour que quand tu charbonnes, ça tape fort. Et j'ai tout fait, Deep work, mais en mode, moi, c'était des games où j'étais sur un tabouret, à me balancer en onde alpha, avec des lunettes qui font peur, et où je taffais, tu vois. Parce que j'ai poussé le vice à 100%. Pour me dire, mon sujet avant même de faire de l'argent, c'est la productivité pure et l'autodiscipline. Parce que je crois que l'oseille, c'est ni plus ni moins qu'une conséquence de ces deux sujets. L'autodiscipline et l'énergie que tu mets dedans. Et du coup, David, tous les mecs qui arrivent à ce truc-là, en tout cas, moi, le seul conseil que je peux donner, c'est faites-le ou faites-le pas. Pour ceux qui ne vont pas le faire, vous allez vous péter les dents. Et quand ça fera assez mal, ben, nous, on a un taux de churn de 50%, tu vois. C'est-à-dire que nous, les mecs, ils vont jusqu'au bout. Quand ils se cognent, ils se confrontent, soit ils n'y arrivent pas, mais tu ne peux pas aider un mec qui n'a pas envie d'être aidé. Donc eux, ils sortent, et nous, on est OK avec la stat. Soit les 50% restants, ils se rendent compte que ça fait mal. En fait, ils veulent se bouger. Et ils arrêtent de se raconter des histoires comme quoi ils sont en train de travailler et ils passent le step de je suis dans le vrai travail et là je charbonne. Est-ce que ceux qui ont réussi, qui t'as mis des coups de pied au cul, est-ce que tu penses que sans toi, ils y seraient parvenus? Je pense que le taux de churn, le churn aurait été juste plus élevé. Qu'en gros, au lieu qu'on ait 50% qui l'ait fait, on en aurait eu 20%, tu vois. Ok.
Moi, est-ce que tu me permets de partager quelque chose? Avec grand plaisir. Ceci dit, ça aurait été hyper gênant que tu dises non frère, ça aurait été très drôle. J'aurais peut-être dû le faire, ça aurait été vraiment que je dise non, c'est relou frérot. Ça aurait été très drôle. Moi j'avais un problème avec l'autodiscipline parce que j'avais des gros objectifs et je craignais de ne pas les faire parce que en fait si je les faisais pas, bah, personne ne l'aurait su et par facilité, bah, du coup j'aurais pas fait le taf. Je pense sincèrement que ce qu'il nous a donné là c'est extraordinaire et que vraiment si on le fait ça fonctionne, mais que ça ne va pas aider s'il y a des personnes dans la salle de passer du 0 à 1, ça ne va pas les aider. Ça va aider celui qui arrive à faire un peu, va faire plus, il ne va pas passer de 0 à 1. Alors je vous dis, ce qui a marché pour mes collaborateurs et pour moi, c'est que je me suis forcé à donner mes objectifs à tous ceux qui voulaient les entendre. Ça veut dire soit un binôme, soit sur mes réseaux sociaux, n'importe quoi, en disant écoutez les gars, parce qu'on est toujours très motivé lorsqu'il s'agit de donner l'objectif. On est toujours très motivé. Et donc de dire les gars, même ça peut être sur ton Insta, ça peut être sur ton Facebook, ça peut être avec ta tante, ça peut être, enfin on s'en bat les couilles. Aujourd'hui je me suis fixé un objectif, mon objectif c'est de faire 350 € par jour, ok. Et ce soir à 19 h, je vous dirai si je l'ai fait, ok. Rien que ça, d'avoir une vieille tante ou une meuf avec qui tu étais au CM2 qui dit alors t'as réussi, rien que ça, ça te met une pression supplémentaire. Et sinon dans ma boîte on a fait ce système de récompense où en fait au début de l'objectif on donne de l'argent. Et si on atteint l'objectif, on nous redonne de l'argent. C'est-à-dire que moi je mets 10 000 on hold chez toi. Ouais. Et si j'ai atteint mon objectif micro, je dis n'importe quoi dans les chiffres, j'ai juste pas la notion parce que je suis millionnaire. Je sais pas combien gagnent des gens comme vous. Non. Tu mets 10 000 on hold et tu dis ok mec, t'es mon frérot, t'es mon copain. Si j'ai atteint l'objectif, tu me les rends. Sinon tu les donnes à l'association Les Rois du Monde. Ouais. Et en gros, ne restez pas seul avec vos objectifs parce que c'est très facile de se mentir à soi-même. Ah oui, mais ma meuf, elle m'a fait chier, je me suis fait mal aux pieds, j'ai ça. C'est très facile de se mentir à soi-même. Donc rentrez dans votre line un binôme ou même des gens de votre communauté qui adorent vous juger gratos. Et là, vous allez voir que ça va vous challenger encore plus. C'est juste pour passer du 0 à 1. Après, une fois que vous aurez fait le 1, vous allez vous sentir tellement bien que ça va dérouler. Je vais juste partager ce truc-là. Merci beaucoup. Merci à toi. Trop stylé. Et by the way, c'est trop intéressant parce que nous, donc on faisait du coaching pour des mecs qui voulaient se bouger et tout. Et ce qu'on leur disait, première jour de coaching, t'es avec eux, tu les onboards. Mec, prends ton téléphone tout de suite maintenant, fous une story sur Insta et dis l'objectif à ta communauté. Et en gros, évidemment, ça a trop de sens et ça, il faut que je l'ajoute. C'est qu'en gros, ces deux trucs ont de sens que si vous ajoutez un maximum d'éléments d'un livre connu qui s'appelle Influence et manipulation à l'intérieur. Il y a 7 sujets, réciprocité, preuve sociale, autorité, etc., etc. À chaque fois que vous en rajoutez un à l'intérieur d'un objectif ou d'une récompense, ça va encore plus vous pousser à aller de l'avant. Et globalement, mettre de l'oseille en hold chez quelqu'un qui t'en rend quand tu te bouges, ça a beaucoup de sens. Yomi fait ça pour ses objectifs. Mais en gros, l'histoire qu'il m'a racontée, c'est qu'il y a des trucs qu'il ne veut pas faire. Et Yomi, il aime l'argent et c'est un mec qui a fait chaque sou lui-même. Donc il a une importance à ce qu'il a gagné. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que s'il se dit, lui, il a un tableau d'objectifs avec des trucs très simples à faire daily. Et s'il est en dessous de 70% de trucs faits, il donne 1000 balles à un mec, tu vois. Et ça, bah, évidemment que ça a du sens. Et je suis d'accord que ces trucs-là ont du sens que s'ils sont couplés à des choses qui vont vous faire passer à l'action. Moi, dans ma vision, j'ai pas eu besoin de me mettre dos au mur, j'ai pas eu besoin de faire une story sur Insta pour commencer à travailler. Mais s'il y en a ici réellement qui sont assez cinglés pour avoir besoin de mettre une story sur Insta et dire vas-y, je m'engage à faire X dizaines de milliers pour vous bouger, ah, évidemment, faites-le. De toute façon, tout ce que vous devez faire pour faire de l'oseille est bon à prendre. Dans la limite du légal et tutti quanti. Pour atteindre ton objectif, parce que ça, tu as un truc avec l'oseille, et demain, ça peut être exactement le même objectif de perdre 30 kilos en gym. Tout à fait. Et en fait, ça marche pour tout. Tout à fait. D'ailleurs, tu dois le faire pour tout, toi. Et c'est ce que j'ai dit. Ouais. Au début, j'ai dit, je prends l'argent parce que le truc qui a parlé à le plus de monde et c'est le plus broad. Mais
quand tu crées, par exemple, tu vois, ton club que tu veux ouvrir, tu peux te dire, l'objectif final, c'est d'avoir une soirée remplie avec 100 invités. Je découpe cet objectif final en 3 objectifs, en un système avec 4 types d'objectifs différents, et je les répète tous les jours, tu vois. Tu dis que tous les jours, tu as tel truc pour arriver à ton objectif mensuel et puis trimestriel. Donc évidemment que ça a du sens dans la partie argent, parce que c'est le travail que je fais avec mes sales tous les jours, parce que les sales sont drivés au cash, en général. Mais vous devez le faire avec tous vos objectifs différents. Par contre, c'est trop important de ne pas mélanger les choses. Tu ne peux pas avoir de l'oseille ici et là, un truc qui n'a rien à voir. Tu vois, c'est quand tu fais... Moi, ce truc-là que j'entoure, ce tableau, j'appelle ça une fixation d'objectif. Ça, c'est une fixation d'objectif. L'idée, c'est d'avoir une fixation d'objectif par sujet. Si vous avez 10 topics, il vous faut 10 tableaux comme ça. Et évitez d'en avoir 10 parce que c'est une galère. By the way. Je trouve ça intéressant de ce que David a amené sur la notion d'accountability là, par rapport à mon objectif. Comment toi, au-delà de tes non-récompenses ou récompenses, est-ce que tu t'es fixé cette notion d'accountability par rapport à tes objectifs? Comment tu t'es pris? Moi, en gros, ce que je fais, c'est que chaque trimestre, j'ai un week-end, pas off, mais un week-end où j'écris beaucoup, je me pose des questions, je me dis est-ce que je vais dans la bonne direction. Tu sais, je me pose, tu vois, et puis maintenant on le fait avec nos associés, on se pose ensemble, on met des objectifs de boîte, et moi de mon côté j'ai mes objectifs financiers personnels, tu vois. Même si en vrai tout l'argent que je fais, je le laisse dans les boîtes aujourd'hui et je vis avec parce que on a des régimes fiscaux qui nous le permettent, sans abus de biens sociaux. Mais dans l'idée, ouais, je me pose chaque trimestre et je me dis, je redéfinis un tableau, tu vois, à la hausse, à la baisse, dans différents domaines, sportifs, financiers, etc. Ce que c'est que ton engagement personnel ne dépend que de tes récompenses, Bah alors, non récompenses. moi, ce que je Par rapport à ce que tu dis. c'est trop intéressant. Moi, justement, ce que je dis, c'est que moi, j'ai pas eu moi, cette putain de ligne, je l'ai jamais eue. Jamais. Je l'ai faite au fur et à mesure. Par contre, cette ligne, je l'ai créée pour mes commerciaux qui en avaient besoin. Parce que ce qui est fou, j'en ai parlé avec Lucas et JP qu'on était hier au spa. Moi, j'ai découvert un truc, et je sais parce que j'étais pareil, mes sales sont plus contents d'encaisser de l'argent pour mes clients que de recevoir leur commission sur leur compte en banque. Okay. Tu imagines le délire? Alors en fait, moi, je me rendais plus compte, mais j'étais pareil. Donc, ce qui était trop intéressant, c'est que eux, ils avaient leur objectif, mais j'avais besoin de leur donner un truc palpable qu'ils voyaient tous les jours. Et le truc palpable, c'est OK, qu'est-ce que tu fais daily qui te rend heureux, qui te dit je me suis bougé, je suis content, j'ai vu le truc, et qu'est-ce que tu fais weekly, monthly pour te dire j'ai un truc un peu plus sympa qui me donne envie de continuer à avancer. Mais t'es pas allé public avec un truc, ce que disait David, ce qui est cool, c'est que dans ton engagement, ce qui m'est arrivé, je pense à toi Marine, quand j'ai voulu faire mes events, tu vas public, tu peux plus. Ouais, t'es obligé de le faire en fait. Et c'est ça, quand t'es seul avec toi-même, elle est trop facile, l'action de ah bah de toute façon personne ne le saura si je le fais pas. Et les gens font ça pour le Non, cigarette. c'est même pas, c'est trop facile, on se trouve des excuses, Oui, mais c'est ça. croit vraiment. Et en plus, Ça veut dire vraiment, on y croit. Vraiment, puis quand t'es seul avec toi, que t'es pas engagé avec des équipes ou quoi. Mais lui, il fait ça en fait, c'est lui le binôme de ces Oui, c'est ça. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu vas le faire avec toi-même. Et puis moi, je te garantis que l'engagement, il fait mal, tu vois. Quand les mecs ils s'engagent auprès de moi, ça pique en général. Mais moi, juste, écoute, et puis la sensation que j'ai, c'est que moi, ce que je pense, c'est que pour pas passer le premier pas, faut être débile. Puis après, moi, j'ai commencé regarde, je sais pas, mais peut-être que vous avez toujours tous eu le choix. Moi, j'ai eu le choix, mais c'était un choix où il n'y avait pas de choix, tu vois. C'est un vrai faux, t'as le choix. C'est en mode, soit c'est vraiment la galère et tu vas galérer toute ta life, t'as pas de taf, les études ça te bourre, t'es gros, bègue, pas beau, tu sais pas parler, c'est une galère. Il n'y a rien qui va bien. Soit tu commences à te bouger un petit peu. Donc le deal, il est très vite fait. Et c'était un no-brainer pour moi, tu vois. Maintenant, je comprends qu'il y en a qui commencent à faire un petit peu d'argent, ils sont bloqués entre deux chaises et ils n'arrivent pas à mettre ce pied à l'étrier. Et dans ce cas-là, évidemment, mais d'ailleurs, faites-le maintenant. Ceux qui n'arrivent pas à le faire, sortez. Tout de suite, maintenant, barrez-vous, sortez, ouvrez Instagram, faites une story et dites « Dans 3 mois, j'aurais fait 45 000 ». Et tous les jours, vous mettez un screen du compte en banque. Faites-le. Hein. Je vous jure que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a, vous voulez pas le faire? Faites-le. Qui veut le faire? Sortez. Allez, bam, sortez, faites-le. Et je vous dis un truc, si vous le faites pas maintenant, vous n'allez jamais le faire, donc faites-le. Ah mais taguez-nous pour qu'on nous charrie. Parce que Marine, sinon, on va se retrouver dans 2 piges. Dans 2 piges, ça sera le vision numéro 15. Et ouais. Marine, ça sera le vision numéro 15, tu seras encore en recherche d'un putain de château, tu vois, t'aurais pas trouvé ton château.
prendre un château de David. Marine, 54. Ouais, je sais que c'est pas facile. On va faire ses premiers 1000 euros. Je sais que c'est pas facile, mais c'est comme ça qu'on fait de l'oseille. Mais ça peut être aussi d'autres gens, hein. Ça peut être aussi un groupe de. Ça peut être d'autres Ouais. gens. Non, mais Les gars, toi, t'as ouvert ta gueule, soit ça pique, ça pique pas maintenant. Non, mais ça veut dire, parce qu'en plus de pas atteindre leur objectif, ils vont plus avoir d'amis. Mais c'est ça qu'on veut. Mais C'est dur. David, peut-être que ne plus avoir d'amis, on peut le mettre là, tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'est ça le sujet. n'oublie pas de nous taguer. Ouais. Et faites-moi ça vite, là, il n'y a pas de réflexion à avoir. Et Marine, elle va nous faire un. Moi, En plus, elle a la date, c'est parfait. Ouais, dis-moi. C'est quoi la date? Je vais peut-être très tranchant. Ah, je t'en prie. Moi, à un moment donné, j'ai envie d'entendre d'autres avis, justement. Ouais. Enfin, c'est aussi pour ça que je vais être très dur en disant ça, mais c'est la réalité qu'il y a 8 entrepreneurs sur 10 qui ne fonctionnent pas. Est-ce qu'on est obligé tout le temps? Normalement, pour moi, c'est en toi, tu as ce truc qui fait que tu l'as jamais. Et si tout le temps on doit venir te pousser comme ça, Trop stylé. est-ce que vraiment, je ne veux pas dire que tu réussiras jamais, mais est-ce que tout seul, tu n'as pas ce mindset de réussir, même si tu as besoin de petits coups de pied au cul de temps en temps, mais là, si c'est sans arrêt tous les mois, il faut venir te chercher. Regarde. Il y a une part de moi qui se dit que ça va être... Non, mais c'est super intéressant. Et ça, en vrai, tu sais que c'est le débat éternel. Gifted or work. Mais c'est le gros débat. Et moi, je vais te dire, mon sujet, c'est que je dois coacher des sales qui font de l'oseille. Donc, c'est soit je suis d'accord avec ta vision et je vis dans un monde où je recrute 1000 personnes et sur les 1000, je prie le bon Dieu pour qu'il y en ait 10 qui soient gifted. Soit je me dis, je mets tout ce que j'ai, tous les jours, je leur mets des patates. Et peut-être qu'au moins, au lieu qu'il y en ait 10 sur 1000, il y en aurait 50 ou 100 sur 1000. Tu vois? Mais c'est un choix et j'accepte de vivre avec ce mensonge. J'accepte de vivre avec ce truc de me dire que peut-être que tu as raison, mais je pars du principe que tu as tort parce que ça me permet de faire plus d'argent. Ouais, j'entends le plus, mais tu vois l'exemple qui... Enfin, je ne juge pas, c'est l'exemple. De les pousser jusque-là pour qu'ils le fassent, là, ça va marcher. Mais dans un mois, qui est là pour les pousser pour qu'ils le fassent? Et je me dis, c'est... à Vision. Non mais, t'as sans doute raison, mais je suis 100% d'accord. Et moi juste, ce que je me dis, c'est que si sur les 4 qui sont sortis, il y en a un pour qui ça fonctionne, j'ai fait mon job. Tu vois? Parce qu'encore une fois, je peux pas aider les mecs qui veulent pas être aidés. Mais là, il y en a 4 qui sont sortis. Si sur les 4, il y en a un qui fait de l'oseille, j'aurais fait mon taf. Et je serais très heureux avec ça. Il y a un point, moi déjà, je pense qu'on a tous eu un moment où on a un déclic. Et parfois, c'est ce moment-là le déclic. Et je pense que même pour un gars comme Alexis, la motivation, elle peut descendre, elle peut remonter, elle peut redescendre. De ouf. Enfin, moi, je pense pas qu'on est tous des robots. En fait, je suis en désaccord avec ce que tu racontes. Pour moi, c'est. Ah ouais, moi aussi. Je comprends en fait Parce que vous parlez de la fluctuation. C'est-à-dire, tu peux être de temps en temps moins motivé, plus motivé. Je vois une différence entre ça et la personne qui, tout le temps, a besoin d'un électrochoc pour l'envoyer faire quelque chose. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un chemin. C'est-à-dire que Marine, parce que tout le monde parle de son projet et de château, peut-être qu'elle va jamais le faire son château. Mais peut-être que cette action-là, c'est le chemin qui va lui permettre de vendre des slips après-demain et d'être hyper successful. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut voir ça comme un chemin. C'est pas vrai, c'est pas en toi l'entrepreneuriat. C'est pas en toi. On a tous quelque chose en nous et après il faut le développer. Regarde, on a Christophe Rocancourt qui est avec nous. Ça aurait pu être le plus grand sales de la planète. Il a juste pas développé ce truc-là. Il a développé un autre truc. Donc, non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Et puis d'ailleurs, tu changes au cours du parcours. Tu vois? De dire juste je l'ai en moi. Franchement, je te le dis, et je me permets d'être franc puisque tu l'as été, ça n'a pas de valeur, ça veut dire que tu n'as même pas de valeur d'être à Vision du coup. Parce qu'on pourrait se dire, mais attends, qu'est-ce que tu as besoin d'aller en Laponie 5 jours? Tu l'as en toi ou tu l'as pas en toi? Oui, mais pas tout à fait. Moi, je fais une nuance entre la motivation, les fluctuations et les personnes qu'on doit sans cesse... Moi, j'ai des clients comme ça et je vois la différence. Je dois sans cesse aller chercher au fond du fond, quoi, comme si c'était... Mais là, il ne lui a pas donné un conseil de motivation en les faisant sortir. Il a donné un tips précis. Il a donné, c'est un call to action qu'il a fait, ça veut dire qu'il a dit, si tu fais ça, comme certains gens vont te demander des nouvelles de ton objectif, t'as plus de chances d'y arriver. T'as plus de chances d'y parvenir, c'est pas de la motivation. Il y a un point, on motive pas les gens, on les met dans des conditions motivantes. Ouais, parce que... C'est un point qui est super important. Les gens ils se motivent tout seuls, mais il faut qu'ils soient dans les meilleures conditions. Et ça en fait, ça les met dans des conditions motivantes. Mais après elle a le choix de pas le faire aussi, elle aurait pu pas se lever. Et il y en a qui vont le faire dans 4 jours. Et d'ailleurs, elle s'est levée parce qu'il y en a 2 qui se sont levés avant. Ouais, c'est très vrai. La pression sociale. Preuve sociale.
En jetons, et... Ok, top. Bon, bah, du coup, j'ai passé 1 heure là-dessus, mais bon, c'est une bonne nouvelle. Putain, mais c'est comme quoi, il y en a... bon, bref. Il y a un autre truc, il y a encore 1000 trucs que je voulais partager. Je vous partage encore 3-4 trucs vite fait. Je vous dis un dernier truc qui m'a touché, qui m'a cassé les couilles, moi, hier. Et après, je vous partage 2-3 tips sur la vente vite fait, et puis on pose des questions si vous avez des questions à poser. Moi, c'est des questions qui m'ont saoulé hier. Bon, il y a un truc. Vous savez comment est construite une question ici? Parce que bon, il y a la questiologie, qui est un art qui est ultra important, qui a été fondé, qui a été créé. Et nous, c'est un truc, on discute tous les jours de ça avec nos sales. Parce que vous vous rendez pas compte, mais Einstein a dit, si j'avais 1 heure pour résoudre un problème dont ma vie dépend, je passerais 55 minutes à trouver la bonne question et les 5 minutes restantes à y répondre. C'est ce qu'il a dit, le mec, Einstein, tu vois. Et ça signifie que vous tous ici, j'en exclus quelques-uns peut-être, vous utilisez tous les jours les 2, 3, 4, 5 mêmes putains de questions. Tous les jours. Et je vous invite juste à rêver un petit peu, lever les yeux au ciel et vous imaginez l'infinité des possibilités. En mettant un mot en plus, un geste en plus. Une question, c'est très simple, c'est 3 éléments. Vous les connaissez ou pas les 3 éléments des questions? Un sujet, bon ça le sujet il dépend de la conversation. Un geste mental. Le geste mental, c'est quel geste cérébral va devoir faire la personne, l'interlocuteur pour répondre à la question. Par exemple, décrire, résumer, interpréter. Et le dernier sujet, c'est la posture, c'est le 3e. C'est dans quelle position va se mettre l'interlocuteur pour répondre à cette question. Observateur, à l'intérieur, acteur du sujet. Et moi, je répète tous les jours à mes sales que leur intelligence est proportionnelle au nombre de questions différentes qu'ils posent chaque jour. Et ce qui m'a fait mal au cœur, mais j'ai dit pareil au Maroc, c'est que depuis hier, j'écoute les questions, j'essaie d'analyser, de comprendre, et il y a les 3 mêmes questions qui partent. Ouais, tu fais quoi dans la vie? Ça se passe comment? Putain, rêvez un petit peu, tu vois. Mettez des mots qu'on n'a jamais entendus, essayez un truc, creusez des choses. Par exemple, ça m'a un peu étonné que hier, quand Steve a pris 2 heures pour vous sur un canapé à être là et à être là pour prendre toutes vos questions, il n'y en a pas un qui lui a demandé comment tu fais de l'oseille. Pas un. Moi, je suis comme un ouf. Moi, je suis comme un ouf, les gars. Vous êtes des malades ou quoi? Il fait de l'oseille. Tout le monde sait qu'il fait de l'oseille ici. Il n'y en a pas un qui a demandé, mec, comment tu fais de l'oseille. Il aurait répondu à comment tu fais de l'oseille. Comme tout. Lui, il a dit, je me pose, je réponds aux questions. Balancez. Et moi, ça m'a étonné. Moi, je me serais posé, j'ai dit, mec, bon, j'ai de la chance de collaborer, donc j'ai quelques insights. Je me serais posé, mec, comment ça se passe? Apprends-moi, explique-moi. Comment t'envoies des emails? Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là sont intéressées? Pourquoi celles-ci, elles ne le sont pas? Et j'aurais creusé, tu vois. Et moi, ça m'épate que des gens comme vous qui voulaient avancer, qui avaient beaucoup de motivation, dans ma vision, vous êtes bloqués à toujours les 10 mêmes questions que vous posez qui vous apportent que très peu de valeur. Ça, c'est un truc que je vous ai apporté rapidement, mais comprenez qu'une question, c'est un geste mental, une posture, un subject, et que vous pouvez les mixer dans des milliards et des milliards de possibilités différentes. Et vous utilisez 5% des mêmes questions. Toujours. Faites un effort. Et laissez-vous un peu rêver. Posez des questions que vous n'avez jamais posées, vous allez avoir des réponses que vous n'avez jamais obtenues avant. Et Einstein a aussi dit, la folie, c'est faire tous les jours la même chose et attendre des résultats différents. Et moi, j'ai des 16, tous les jours, ils posent les mêmes questions, 5 questions en boucle, tous les jours. T'as les mêmes trucs, t'arrives pas à convertir, bah ouais, mec, pose-toi les bonnes questions. Et peut-être que la bonne question à te poser, c'est quelles questions je dois poser pour obtenir les bonnes réponses qui vont me faire convertir. Et là, on commencera à discuter. Les questions, les gars. Et partez du principe que tout est à votre portée. Le seul sujet, c'est quelles questions est-ce que vous posez. Mais littéralement, si vous posez les bonnes questions, 100% des connaissances disponibles sont à votre portée. C'est juste la discussion que vous avez. Et ça, les questions, c'est un truc absolument qu'il faut travailler. Parce que hier, quand j'ai vu la simplicité des questions... Et d'ailleurs, ChatGPT est là pour vous aider. Hein. J'ai un mec qui m'inspire, qui est à côté de moi. C'est quoi les 10 questions que je dois lui poser pour comprendre son business et réussir à le dupliquer? Bien sûr. D'ailleurs, juste pour intervenir là-dessus,
Oussama Hamar, mais plein d'autres disaient que le futur de l'intelligence, ça sera la capacité à calibrer des questions et pas forcément à trouver les réponses. Dis-moi, tu veux réagir à un truc, dire un truc? J'aurais une question après, enfin c'est un autre sujet. Donc Ok. Juste dis-moi quand tu veux poser. Ok, voilà. Ça, c'est Questologie en 2-2. Faites cet effort et si vous voulez en parler, genre on en parle. Moi, c'est mon métier de poser des questions. On est des vendeurs et je crée des scripts de vente tous les jours où je dois mettre des questions ultra précises pour taper certains trucs des zones du cerveau. C'est le taf que je fais et vous vous rendez pas compte à quel point ça change des vies. Vas-y, on fait un break si tu peux me parler de ton truc. Ok. Moi, ma question, c'est. T'as créé une très belle boîte et en fait, j'imagine que comme toute croissance, tu as vécu des hauts et des bas, Ouais. comme l'énergie de quelqu'un dans sa motivation, on va dire. Comment est-ce que tu as réussi à péter les plafonds de verre pour continuer à monter? C'est un peu la question à laquelle je suis confronté en ce moment. Voilà, donc comment tu as réussi à péter le vent? Déjà, premièrement, quels sont les plafonds de verre que tu as vécu avec ta boîte? Ouais. Et ensuite, comment tu as réussi à les péter? Ouais. Alors, je vais la faire dans l'autre sens. Je suis plus à l'aise de la faire dans l'autre sens. Donc moi, en fait, Closers, en vrai, ça s'est créé de manière chelou. En gros, le truc, j'ai déjà raconté l'histoire, mais je suis à Marina Walk avec un gros entrepreneur à Dubaï. Et le mec me dit, ouais, tu sais, on parle, tu vois, mais on parle comme ça. Il me dit, ouais, mec, en fait, je t'explique, j'ai 500 000 leads sur ActiveCampaign. Moi, je bug complet. Je dis, putain, 500 000 leads, ouais, t'es chargé quand même. T'as dû bien arroser. Et moi, je dis, attends, mais tu fais quoi de ces leads? Tu les appelles, t'as du follow-up, t'essaies de les upsell. Il me regarde, il me dit, mec, mais nous, on envoie des mails. Et alors là, je me fous de côté, je commence à baver, c'est une galère ce qui se passe. Je me dis, attends, mec, t'as 500 000 leads. T'en as pas appelé un. Et là, je commence à créer une équipe. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que moi, j'ai toujours fait de la vente, je consultais des mecs, j'avais un petit carnet où je pouvais faire du recrutement. J'ai recruté des sales, je leur ai dit, c'est très simple, les gars, on a une liste, ActiveCampaign, je fais un export CSV, vous allez taper des calls, renvoyer vers un Calendly, on met 2 closers et on bombarde. Et on a fait un oseille monstrueux parce qu'on était les premiers, entre guillemets, à avoir fait ce truc-là, de rappeler des gens. Pas de se dire juste, je vais mettre des sales qui vont prendre des appels à la fin d'un webinar, mais rappeler les gens qui sont inscrits au webinar. Et je parle à mademoiselle qui écrit des livres là-bas. Et ouais, parce que c'est ça le truc, c'est que dans un tunnel où tu peux closer des mecs qui ont pris rendez-vous sur un Calendly, tu peux rappeler les mecs qui ont opt-in si tu prends les numéros de téléphone. Et ça, c'est un truc que jamais personne n'avait fait sur le marché français. Alors qu'en vrai, moi, ça me semblait obvious. Mais personne ne l'avait fait. Et donc, on a commencé à faire de l'oseille comme ça. Et après, tu vois, on a scale. Mais pour répondre à ta question, en fait, nous, pendant 1 an, et c'est aussi la chance que j'ai, parce que quand tu as des associés, il y a des upsides et des downsides. Mais moi, le gros upside que j'ai, c'est que, par exemple, moi, je vous dis la vérité, vous connaissez ici le Shining Effect? En français, ça se dit objet brillant, c'est ça? Truc de objet brillant, là. Le syndrome de objet brillant. Moi, je crois pas à ce truc. Moi, le syndrome d'objet brillant, ça m'a rapporté beaucoup de thunes. Je trouve que c'est le meilleur syndrome qui soit. Mais parce que j'ai des associés. Et que nous, en fait, pendant 1 an, ce qu'on faisait, c'est très simple. On prenait 10 appels par jour avec Alex, puis après, Romain nous a rejoints. Et les 10 appels par jour, c'était des entrepreneurs qui faisaient des trucs. Et on disait, c'est quoi ton besoin? Le mec il nous disait, j'ai besoin de Y, X, W, peu importe ce que c'était. Marketing d'influence, de la presse, écrire un livre, que sais-je. On lui disait, mec, et dans 100% des cas, on lui disait, mec, je suis un expert dans le domaine, laisse-moi 48 heures et je te reviens avec une proposition. On encaissait, ou des fois on n'encaissait pas quand il fallait faire une propale, et on avait 48 heures pour se démerder et trouver le gadget qui allait délivrer ce putain de produit. Et ça, quand tu le fais 10 fois par jour, eh ben, tu trouves des récurrences. Et à la fin de ton mois, tu te dis, attends, c'est fou. En inbound, des mecs qui m'ont reach out, j'ai eu 25 personnes dans le mois qui ont demandé le même article de presse. Le même putain d'article de presse. Ok, bah je contacte Forbes. C'est quoi le meilleur prix que tu peux me faire? Ça dépend du volume. Bah, j'ai 300 personnes qui me demandent. Ah, là on discute. T'en achètes 300. Tu vois. Et sauf que t'en achètes 300, mais parce que... Et je sais que c'est pas facile parce que pour beaucoup ici, vous avez une vision, un objectif. Moi, mon objectif, c'était de faire de l'argent, tu vois. Donc moi, mon truc, c'était de me dire, je prends des gens au téléphone, je sais parler, je récupère des besoins et je fais de la thune. Bah tu vois, on a vendu du Forbes, on s'est dit, ok, on vend assez de Forbes pour embaucher une rédactrice en chef, arroser quelques RP à droite à gauche pour avoir les meilleurs deals et les trucs qui sortent au bon moment, et créer une boîte à Dubaï. On a créé Bing Media.
Et Bing Media, ça a fait 10 millions. Mec, on a arrosé dans tous les sens. Alors, on n'a pas gagné beaucoup d'argent, c'est pas très rentable comme boîte, mais ça a fait de l'argent. Ça m'a fait rencontrer plein de personnes différentes, des gens super intéressants, qui après nous ont permis de faire d'autres trucs à côté. Media Stellar, pareil. On avait des e-commerçants, c'était nos clients. Enfin, des mecs qui faisaient du coaching. Oh les gars, vous savez où est-ce qu'on trouve des influenceurs? Il y a plein de mecs qui nous demandent. Ah bah attends, nous on a des gars, ils ont fait de l'influence. Vianney. Tu vois? Ok, ben vas-y. Vianney et Nathan, ils créent une boîte. Nous, on vend des influenceurs. Trop stylé. Eh ben viens, on crée une vraie agence. On contacte mais tous un par un, tous les coachs en e-commerce. On récupère leurs clients et on les envoie au casse-pipe dans les agences. Pour 80%. Et les 20% restants vont faire beaucoup d'argent et seront super rentables. Et ça crée notre boîte. Pour le branding, pareil. Et tu vois, moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pas créé une boîte. Et c'est pour ça que quand les gens me disent « Dis-moi ce que tu fais », je déteste cette putain de question. « Dis-moi ce que tu fais ». Mec, je fais de l'oseille. Je me lève le matin, je vois des gens dans la rue qui ont besoin de trucs et je leur dis « Mec, je peux te donner le truc ». Tu vois, dans 100% des cas. Sauf que, à force de le faire et de trouver des récurrences, j'ai trouvé tellement de récurrences que j'ai créé des boîtes. Et j'ai créé aujourd'hui un écosystème où on a 5-6 boîtes qui tournent super bien et où tous les jours, l'argent qu'on génère, on l'utilise pour créer de plus en plus de projets. Ce qui est peut-être pas une bonne solution, je sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je vis tous les jours, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai cassé mes plafonds, parce que, tu vois, il y en a qui créent une boîte et qui, pendant 10 ans, essayent de faire grandir la boîte. Moi, en 2 mois, j'avais 5 boîtes. Donc j'étais passé à un step où déjà, les boîtes, ça m'intéressait plus. C'était comment je crée un gros écosystème ultra smart, où il y a de la remontée, où on peut lever des fonds, où il y a des boîtes qui sont ultra propres pour avoir de la confiance auprès des banques. D'autres boîtes où il y a juste beaucoup de liquidités pour avoir du cash flow et lancer des trucs sur du shining effect. Et un vrai écosystème où on a de l'oseille sur certaines boîtes, d'autres où on peut lever des fonds et où c'est qu'on est solide, tu vois. Et on a de l'image. Et n'importe quel mec à qui je parle, mec, j'ai telle boîte, ah putain, je connais ce gars, trop stylé, je l'ai rencontré à Dubaï. Tu veux une voiture? Vas-y, j'ai plein de voitures à Dubaï, je t'en loue une. Je viens de chercher à l'aéroport. Et en gros, j'ai de la chance aujourd'hui. Et est-ce que moi, j'ai eu de la chance? Très certainement. Est-ce que je mérite l'endroit où j'en suis aujourd'hui? J'en sais rien du tout. Est-ce que j'y suis? Ouais, j'y suis, tu vois. Et ça me permet que tous les jours, j'ai 10 mecs qui me contactent sur WhatsApp pour me donner de l'oseille. Parce qu'ils ont besoin des services qu'on propose. Et on lance des services. Moi, je lance pas 10 boîtes par an. Sur les 10, il y en a 2 qui survivent plus d'1 an. Et il y en a une ou 0,5 qui tiennent plus de 2 ans, tu vois. Mais c'est des stats. Et je suis OK avec ça. Et moi, je crois que c'est comme ça que j'ai épaté mes plafonds de verre. Parce qu'en plus, moi, j'étais vraiment PUC Gaming, tu vois. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, et c'est pour ça que je remercie beaucoup mes associés là-dedans, c'est que moi, je voulais juste faire mon argent et grandir. Eux, ils avaient des idées de ouf. Mec, on va faire un projet dingue, on va faire ça, on va plier le monde, on va tuer le monde. Et ils m'ont mis dans des postures où j'étais obligé de les suivre, tu vois. Parce que c'est les mecs que j'apprécie, c'est mes bros, je passe ma vie avec eux. Donc j'étais obligé de les suivre et de mettre de l'énergie dans ce qu'ils faisaient. Jusqu'au moment où je me retourne, je dis attends, mais j'ai 5 boîtes là. Et j'ai 5 vraies boîtes. Ça crache 10K de bénéf, 5K de bénéf, 100, etc. Mais il y a de l'oseille. Et je me suis retrouvé à un moment, malgré moi, où je me suis dit, j'ai passé ce step-là, et du coup, je me sentais légitime, tu vois. Et je crois qu'en fait, j'ai pas passé des steps en voulant les passer, je les ai passés malgré moi, et je m'en suis rendu compte a posteriori. C'est ma vision, tu vois. Et les gros steps que j'ai passés, le premier, c'est ma première vente. Ma toute première vente. Le deuxième que j'ai passé, c'est le premier consulting que moi j'ai délivré, parce que c'était une vente différente, très gros à étiquette, c'est moi qui l'ai géré. Et après, je crois que je passe des petits breakpoints tous les jours de ma vie, tu vois. Tous les jours de ma vie, je sais pas ce que je fous là, tu vois. Qu'est-ce que je fous là, genre? Pourquoi tu me fais confiance, toi? Tu vois, pourquoi vous me faites confiance, les gars? Parce que tu m'as pas mal donné avant. Ouais, parce que j'ai donné. Mais tu vois, enfin, je veux dire, le monde est tellement plus compliqué que ce qu'on croit, personne ne comprend rien à rien. Et moi, je me lève le matin, j'ai des emmerdes à gérer comme tout le monde. Je mets toute ma life dedans, je mets mes tripes, je mets mes couilles, mon cœur. Et puis ça marche pour l'instant, tu vois. Et j'espère que ça marchera le plus longtemps possible. Mais je me prends pas trop la tête à savoir ce qui se passe demain ou quoi. Sauf quand JP vient me dire, mec, les objectifs de boîte, putain. Voilà. Je vous donne quelques trucs sur les boîtes, enfin sur la vente, parce que ça va servir, je pense, à tout le monde. Ah ouais? Tu connais
pas comment il a appelé son fils? Non? Un délire, frère. EAX82, il a. Ouais, exact, j'ai vu ça. J'ai vu ça, j'ai vu ce que truc. Ouais, c'est ouf. Tu vas voir qu'ils vont faire une marque. Là, je vous donne quelques petits trucs. Oh, ça veut rien dire comme ça, je vais expliquer, vous inquiétez pas. Et en fait, ça, peu importe le business que vous avez, si vous appliquez ces 3 trucs, vous doublez votre bénéfice. Qui est intéressé par doubler son bénéfice ici? Elle est facile celle-ci. Ça lève les pattes au moins, ça reconnecte les esprits, tu vois, sur le tableau. Le premier, c'est le follow-up. The only difference between a contact and a contract is the R for relationship. La seule différence entre un contact et un contrat, c'est le R de la relation. Les gens pensent en France que si tu finis un appel en n'ayant pas closé, t'es pas un bon vendeur. La vente moyenne se fait entre le 12e et le 15e contact. C'est ça, la réalité. La vente... Le même gars, tu veux dire Non, contact. Donc c'est pas forcément un appel, mais par exemple, tu tapes une ad, tu obtiens une LP, ça fait 2 contacts, entre le 12e et le 15e contact. Donc juste, pour toutes les personnes ici qui sont, bon, je sais pas si vous prenez des appels, si vous contactez des gens, comprenez un truc. Si une personne n'a pas été closée, si vous l'avez pas closée, si vous n'avez pas son argent, c'est pas parce que le produit lui plaît ou ne lui plaît pas, c'est juste parce que vous l'avez pas eu assez de fois au téléphone. Et je trouve que quand on prend cette posture, Stax, ça change tout. Mais ça, ils me disent, non, mais attends, je suis pas bon closer. Non, mec, t'as pas passé assez d'appels. Et les gars qui sont dans ton WhatsApp, tu les as pas rappelés assez de fois pour qu'ils closent. Truc numéro 1. Follow-up, le putain de follow-up. Chaque semaine, vous devez les contacter, les mecs. Tous les jours. Sans arrêt, vous devez être sur leur cote. Et d'ailleurs, faut les harceler. Je te jure que c'est vrai. Et d'ailleurs, je vais raconter la plus belle histoire à ce sujet. Vous connaissez l'histoire du manager d'Elvis Presley, elle est très connue cette histoire. Mais donc un mec, son rêve c'est de devenir le manager d'Elvis Presley. Et il commence à appeler au bureau d'Elvis tous les matins, 8h30, à l'ouverture. Et il a un mec au téléphone. Et en gros, il lui prend la tête parce qu'il appelle tous les matins. Bon bref, long story short. Le mec, au bout d'un an, il finit par avoir son truc, tu vois. Mais en ayant appelé le gars 1 fois par jour, tous les jours, des fois, le mec, il lui donnait un tips, tu vois. En mode, je suis là, hey, coucou, ouais, je vais être le manager, vas-y, tu me saoules. Le lendemain, hey, coucou, c'est encore moi. Je sais que c'est pas facile pour toi, mais c'est vraiment un de mes rêves. Donc sache que même si tu m'aimes pas, tous les jours, je serai là, on va discuter un peu ensemble. Peut-être que des fois, tu me raccrocheras au nez. Peut-être que des fois, je pourrais te donner des tips parce que, je sais pas, tu auras envie d'aller en vacances à un endroit et j'aurais eu une idée. Mais moi, mon objectif, je te le dis de manière sincère, c'est qu'on crée un lien de confiance et que tu aies assez confiance en moi pour que tu me donnes cette opportunité une fois dans ma vie. Et si vous dites ce truc-là de manière 100% honnête, il y a des gens qui craquent au bout d'un moment. Donc ouais, il faut harceler les gens en fait. Mais les harceler en vous mettant dans une posture où ils n'aient pas l'impression que ça le soit. C'est-à-dire que le fond ne change pas, c'est la forme qui change. Moi, j'ai fait 40% du business. Toutes les boîtes où je suis allé, même Microsoft, c'est le follow-up. Le follow-up. 2X. Ah, ça dépend les trucs. Mais en gros, nous, on a 2 types de clients chez qui on s'occupe des ventes. On a les clients comme Steve et tout, où c'est une collab, donc c'est eux qui gèrent le biz. Et on a les clients où c'est nous qui gérons le client. C'est-à-dire qu'en gros, c'est plus une association. Nous, on gère le business, on gère la format, la personne fait le contenu, on gère l'acquise, on gère tout et on est en association. Et nous, on a une strat qu'on applique depuis 1 an et qui fonctionne super bien. C'est que dès qu'on dépasse les 30% de taux de conversion, on double le prix. À chaque fois. À chaque fois qu'on dépasse les 30% de taux de conversion, on double le prix. Ton prix à toi. Non, je double le prix du produit. Ah, tu doubles le prix du produit. Le prix du produit. Et en fait, le mindset, il est très simple. Très simple là-dedans. Alors attendez, je gagne beaucoup plus. Parce qu'en fait, moi, je sais que si je suis à 30% de taux de conversion, c'est que le prix, il n'est pas assez élevé. Parce que j'ai pas assez d'objections. Et tu vois, si je dépasse 32, 35, 36, 40, c'est que ma trame, elle est vraiment meilleure. Et que si je double mon prix, je vais redescendre peut-être à 15. Et je vais continuer à faire des améliorations. Et à terme, je vais évoluer. Donc ça, c'est une... Alors, pourquoi je mets 2X? Parce que ça brille dans les yeux, tu vois, c'est pas toujours 2X. Mais dans l'idée, ce que je veux dire, c'est que quand vous sentez que vous êtes sur ce breakpoint où ça commence à être facile et que vous êtes rentable, rappelez-vous que l'un des meilleurs moyens d'augmenter la rentabilité, c'est d'augmenter vos prix. Tu vois, les marges augmentent, des durabilités, c'est pareil.
et c'est un kiff. Donc doubler ses prix, surtout quand vous avez des vendeurs ou quand vous vous vendez, c'est le truc qui fonctionne. Surtout, putain, je veux dire, qui ici est conscient que le prix d'un produit n'a aucune valeur avec il n'a aucun lien avec la valeur que vous délivrez? Tout le monde a conscience de ce truc-là. Parce que moi, c'était pas facile pour moi, tu vois. Le mec, il m'a dit double tes prix. Je dis, mec, t'es un ouf ou quoi? J'ai pas doublé mes prix. Tout le monde dit, ouais, je sais, je comprends, mais personne ne comprend. Moi, je disais, non, je veux pas, c'est pas possible, personne ne va acheter. Mais je vous jure, hein, j'ai doublé les prix, les mecs ont acheté. Pareil. Et alors là où ça a été vraiment ouf, c'est quand j'ai doublé les prix et que mon taux de conversion a augmenté. Alors là, je dis, ouais, il y a un DR que j'ai pas compris. Parce qu'il y a aussi ça. Les mecs, quand ils payent plus cher, ils associent une plus grosse valeur. Dans la page numéro 5 ou 6 d'influence et manipulation, ils commencent l'épilogue en expliquant l'histoire, où en gros, il y a une meuf qui a une petite boutique de souvenirs sur la plage, elle vend des bracelets, les bracelets ne se font pas vendre, elle part en vacances une semaine et elle laisse un petit mot à la remplaçante et elle écrit « divise le prix par 2 ». Et en fait, elle a fait le symbole divisé comme ça a un peu bavé et l'autre elle a vu un fois. L'autre elle a multiplié le prix par 2, ça a fait 500% de vente. La semaine où elle n'était pas là. La meuf elle revient, mais attends, je comprends pas, il y a une erreur dans la box, il y a 2 fois plus de blé que ce que ça a vendu. Bah tu m'as dit de doubler les prix, c'est normal. Non, je t'ai dit de diviser. Putain. Quand on divise les prix, on divise les bénéfices, il n'y a plus de marge, plus de salaire, plus de baby-foot en bas, plus de café, c'est une galère pour tout le monde. Et tu divises la valeur perçue. Quand tu augmentes tes prix, il y a tout qui explose, c'est un kiff, tu peux fracasser du dompé le week-end, il y a tout qui se passe bien. Quand tu cherches à augmenter ton nombre ton volume d'appels, ouais. Par exemple à la suite d'un webinaire ou d'une semaine de sommet, mec, tu as un très bon taux de conversion. C'est-à-dire que nous, des fois, on a des 60-70% de taux de conversion. Avec un call to action, alors juste pour m'expliquer, c'est call to action webinar qui redirige vers un Calendly. Ouais. Mais on voudrait augmenter le volume, mais on a déjà un bon taux de conversion sur celles qui prennent l'appel. Ouais. Est-ce que dans ce cas-là, tu augmentes ton prix ou tu cherches à augmenter le volume? Moi, le premier truc que je fais, c'est que j'augmente le volume. Donc le premier sujet, c'est que je prends... La conversion, elle est bonne, tu vois. Je suis d'accord. Donc là, le premier sujet, surtout si c'est du Webi et que derrière, je connais pas ton taux de rentabilité, moi, le premier truc que je fais, c'est que je mets une équipe de setters, ou alors, deuxième option, je prends des mecs vraiment déter qui s'occupent à la fois du setting, à la fois du closing. En vrai, tu vois, si ton closer, tu le payes 10%, tu lui proposes 15, tu lui dis, écoute, tu fais du setting, les appels, donc tu appelles tous les mecs qui ont opt-in sur ton webinar. Bah oui, parce qu'en fait, c'est ça. Le job d'une équipe de setters, c'est pas de faire des ventes, c'est d'augmenter le volume d'appels des closers. C'est la différence, tu vois. Et si tu prends genre un setter, tu dis toi, tu sais quoi, t'es un bon gars, j'ai confiance en toi, je vais te mettre setter closer. J'ai confiance sur le fait que tu vas réussir à. Et puis en plus, il y a un sujet, c'est comment est-ce que vous vendez la prospection. La prospection, c'est vraiment mal vu en France, vraiment. Mais moi, je vous le dis, les plus gros commerciaux que j'ai rencontrés aux États-Unis et qui gagnent vraiment des 200, 300, 400 cas par mois en com, c'est des prospecteurs. Et pourquoi? Mais la raison elle est très simple. Parce que le dirigeant d'un grand groupe, il ne va pas opt-in sur Facebook, frérot. Jamais, jamais. Le dirigeant d'un grand groupe, t'appelles la concierge, tu l'as pas, tu prends la meuf, c'est une galère, tu passes 18 étapes jusqu'au jour où tu es devant le gars, et là tu peux creuser. Mais il n'y a jamais un dirigeant ou un mec qui pèse 500 millions qui va vraiment te mettre des gros contrats, qui va obtenir une LP. Ça n'existe pas. Et ça, il faut réussir à le vendre. Nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a créé une culture chez Closers où tout le monde est prospecteur. Tout le monde. Il vous le dira, Kevin, tout le monde est setter. Et en plus, à tout moment, si tu fais trop le beau, tu redescends. Ça c'est un deuxième sujet. C'est les mecs qui commencent, ils font de l'oseille, jusqu'au moment où pour eux, c'est donné, c'est gifted. Ils ont l'impression que les leads, c'est gratuit, on leur balance des sucreries dans la bouche, et du coup, ils sont moins présents, ils ratent des appels, ils sont un peu moins assidus sur les follow-up. Ah ouais? Downgrade, motherfucker. You're gonna hate that team some weeks. Tu les gères à distance ou ils sont dans tes bureaux? Tu les vois en physique ou... Ça dépend. 80% sont en remote, mais souvent ce qu'on fait, c'est que moi ce que je fais, c'est qu'une fois par trimestre, on prend des bureaux éphémères sur un mois et on met tout le monde et on manage tout le monde. En physique, tu vois. Mais où? Mais peu importe où ils habitent. Depends. Là, par exemple, on a fait Sofia, on a fait Londres, on a fait Budapest. Donc ça dépend, tu vois. On prend une ville en Europe où tout le monde peut venir et pendant un mois, on se met là-bas et on fait du content. Et en plus, on est là et on refait mal, tu vois. On refait mal. Et justement, tu parlais de follow-up tout à l'heure. Les follow-up, tu les fais faire par les setters ou par tes closers? Ah, mais ça dépend le follow-up. Si c'est un follow-up pré-call, parce que c'est le setter que...
En fait, je vais donner un truc plus simple. Tu disais qu'un closer, s'il closait pas, on dit que c'est un mauvais closer et c'est pas le moment, en fait, c'est juste pas le moment de la vente. Genre si le mec, par exemple, il passe en setting, en Webby, et après en call de closing, Ouais. le call de closing se passe bien, mais objection de merde. C'est le closer. ça rentre pas. En gros, la règle, c'est que le mec qui follow-up, c'est le dernier mec qui l'a eu au téléphone. That's it. Sauf dans certains cas, mais c'est très exceptionnel, où en gros, tu as une line qui est très très longue. Par exemple, tu vois, genre on fait de l'opco et il y a des contrats ultra compliqués genre à signer, donc tu as 5-6 appels. Et du coup, en 5-6 appels, le mec, il a créé un très gros lien de confiance avec le premier gars qu'il a eu au téléphone. Et là, s'il switch, souvent, s'il y a un follow-up à faire, c'est plus rentable de faire par la première personne parce qu'il a un plus gros lien de confiance avec. Mais tu vois, c'est des trucs qui arrivent jamais, ça. Enfin, c'est très rare. Ouais, donc, augmenter les prix, genre, c'est ouf. Et le truc bon, qui est dingue et qu'on le fait aussi, ça on le fait que chez nos associés parce que bah, on a la main dessus, c'est que l'upsell ça change des vies quoi. Et 100% des gens veulent être upsell. Et 100%. Le seul sujet c'est de leur poser la question. Mais tu vois, vous tous ici, si vous prenez les clients que vous avez, que vous les rappelez, hey what's up, comment tu vas, t'as la forme ou quoi, il se passe quoi, qu'est-ce que tu fais, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe mal, de quoi est-ce que tu as besoin pour aller plus vite. En 5 minutes, je vous trouve 15 besoins du mec. Et après, c'est à vous de voir si vous voulez délivrer ou pas. Mais tu vois, quand t'as les mecs qui te demandent le truc et qui te disent j'ai l'oseille, et le fait est-ce que je veux délivrer ou pas, c'est un problème de riche. C'est un problème que tout le monde veut avoir. Et est-ce que j'ai envie de délivrer ou pas. Par contre, non, j'ai pas envie, non, j'ai pas de problématique, c'est un problème que personne ne veut avoir. Mais quand tu prends quelqu'un, surtout quand tu t'es cassé le cul à faire un bon produit et que les personnes sont satisfaits de ce que tu proposes, mais 100% des gens veulent être upsell. 100%. Et ton sujet, c'est de trouver des récurrences. Donc ça, l'upselling, c'est un délire. Mais c'est un délire. Mais même, je connais des boîtes, je ne peux pas tout citer, mais j'ai des boîtes qui génèrent 90% de leur chiffre d'affaires sur de l'upsell. Même des coachs, tu sais, les coachs, ils commencent avec une formation à 1000, tu fais un peu d'oseille, ouais, j'ai confiance, 2000, ça se passe bien, 10 000. Et puis tu as Tony Robbins qui te prend à 1 million sur l'année, tu vois, au bout de 6 mois. Pour reprendre le sujet de Gaston tout à l'heure, en termes de coût d'acquisition, c'est zéro. Exactement. Je veux dire, tout ce que tu gagnes en prospect et tout, c'est vraiment du bénéfice à 100%. Nous, on a une dimension B2B dans ma boîte, j'en parlerai un peu plus tard. On a généré on a doublé notre CA en upsell dessus. Et c'est aussi un signe que le produit est bon. Je pense que c'est un bon moyen d'avoir des retours clients. Parce que si tu n'arrives pas à upsell ton produit, c'est pourquoi les gens veulent ta plus. C'est une bonne question à se poser pour comprendre les opportunités, pour rendre le produit meilleur et pour après acquérir d'autres customers. Je suis grave d'accord. Et je vais vous dire un truc que je ne devrais pas vous dire, mais je vais vous dire quand même. Les gens, ils aiment bien en général. Un truc qu'on ne doit pas dire, mais qu'on dit quand même. Nous, on a une boîte où sur 10 clients qui payent, il y en a un qui est rentable. Donc tu peux te dire qu'a priori, le produit n'est pas bon. Mais en fait, et bon, je ne sais pas si c'est triste ou c'est pas triste, c'est à vous de voir, mais nous, la vérité, c'est que les 9 mecs qui ne sont pas rentables, on les prend au téléphone. Sur les 9, il y en a 8 qui repayent. Parce que c'est aussi la question de quelle histoire tu racontes. Tu vois. Je vais compris. Je vais vous dire l'exemple, mais puis bon, genre on le cuttera. Donc nous, on a une boîte de marketing d'influence. Marketing d'influence, en 2017, tu mets un produit dégueulasse sur une AdVertorials ou sur un Shopify. Peu importe l'influx que tu mets, tu fais de l'oseille. Peu importe. Le mec au fin fond de sa cour, comme les plus gros influx. Il se passe un truc, un effet un peu chelou, où il y a une meuf qui prend plein d'influx sous son aile, elle leur met des fixes à 500K par mois, et du coup elle doit faire beaucoup de placements. Dans 100 placements, c'est une époque où tu as 20 scams sur 100 placements. Donc forcément, les communautés, plus aucune confiance, jusqu'au moment où du coup, il n'y a plus aucun placement qui est rentable. Parce que tu pars d'un moment où tu avais 30% de taux de conversion sur ta communauté qui regardait et qui cliquait, à un truc où tu as 1% ou 0,5%. Donc si tu veux, structurellement, c'est 10 fois plus compliqué d'être rentable. Et tout le sujet, quand toi tu es sales chez MS et que tu vends un influenceur, c'est qu'est-ce que tu dis au mec? Est-ce que tu dis, bon écoute, ouais c'est plus rentable, ou est-ce que tu dis, écoute, certes c'est moins rentable, maintenant notre sujet à nous c'est de trouver une stratégie. Sache que pour être rentable, au début, il faut savoir aussi perdre de l'argent pour en gagner. Et mon sujet, c'est que là, on a pris du feedback et on va mettre le bon gars la prochaine fois pour qu'on puisse avancer. Et tu vois, c'est pas sur le premier contrat qu'on va faire les sous. C'est même pas une upsell en fait, c'est partir de zéro à du profit. Exactement. C'est une étape avant l'upsell en fait. Et c'est trop intéressant de se dire que même sur une boîte où tu te dis, attends, c'est chelou, il y a un mec sur 10 qui est rentable,
bah en fait, je fais quand même plus d'oseille après la première vente. Et ça existe aussi. Mais ça existe grâce à quoi? Grâce aux vendeurs, tu vois. Grâce au fait qu'on appelle les gens, qu'on crée de la relation. Ouais, bien sûr. Et puis il y a l'éducation par rapport au marché, tu vois. Leur expliquer que ça a changé, leur raconter les histoires. Tout le monde peut comprendre l'histoire que j'ai racontée. Tout le monde peut comprendre que passer un temps c'était rentable, que ça a vendu des scams et que ça ne l'est plus. Tout le monde peut comprendre ça. Mais le sujet, c'est quel est l'angle que je décide d'adopter pour le storytelling pour que les gens disent ouais, je comprends et en plus j'ai envie de repartir. Ça, c'est un travail. Merci pour votre attention. Blackstar.